Les Voix de l'Esprit, Les Voix de l'Esprit, un podcast éclairé et éclairant, avec Julie et Clément. Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà de nouveau ici avec vous pour ce podcast Les Voix de l'Esprit. Donc je suis Julie et j'ai avec moi Clément. Bonjour Clément. Bonjour Julie. Alors aujourd'hui dans ce podcast destiné à prendre du recul sur les phénomènes qui nous entourent et sur notre propre façon de voir le monde et d'interagir avec lui, on a eu envie de s'intéresser à la notion de justice versus justesse. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Clément ? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous sur ce sujet ? Ce que je peux vous dire, c'est que ces deux notions qui semblent très très proches sont en réalité très très distinctes, puisque déjà il y a deux mots donc différents. Oui, pour qualifier. Pour les qualifier. Et je voulais vraiment distinguer ces deux notions parce que elles n'ont en réalité rien à voir l'une avec l'autre. Donc pour avancer un peu, on va développer ces deux concepts, mais au préalable, peut-être que toi, Julie, tu as un avis, une idée, en tout cas un regard là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est effectivement la notion de justice, c'est quelque chose qui est encore une fois subjectif, puisque de par mon expérience de voyageuse notamment, j'ai pu voir que selon les endroits du monde où on se trouve, selon les cultures, la notion de justice n'est pas la même. Il y a des endroits où on rend la justice de façon différente, on s'appuie sur des valeurs qui sont différentes, des choses qu'on peut ou ne pas faire. Des lois, des règles. Des lois, des règles. Et puis ensuite, au quotidien, je veux dire dans notre entourage proche, avec nos amis, on voit que ce qui est juste pour certains ne l'est pas pour d'autres, tout simplement. Donc voilà, pour moi, je vois cette subjectivité de la justice, et puis ce besoin aussi intrinsèque, je dirais, de l'être humain de faire sa justice, de rendre justice, en tout cas de participer de ce phénomène-là, et de prendre un parti, voilà, sur ce qui se passe autour de nous, de donner son opinion, de dire ce qui nous semble juste, ce qui nous semble injuste, et puis de réagir en tout cas, de réagir, de prendre parti, de prendre une position. De commenter aussi les décisions qui sont rendues. De commenter, de parfois s'interposer, ou parfois exprimer quelque chose. C'est-à-dire que la non-expression, la neutralité sont assez peu ne sont pas considérées comme n'est pas considérée comme une voix, je dirais en général, la voix de la neutralité. C'est-à-dire que si on ne réagit pas à une situation qui peut paraître injuste pour une majorité, on passe pour quelqu'un qui s'en fiche peut-être, Si on n'est pas pour, on est nécessairement contre. Voilà, c'est aussi ça l'idée. Ça peut être aussi ça l'idée. La notion de justesse, pour moi, est très différente, puisque elle passe par un référentiel intérieur. Voilà. Et ce référentiel intérieur, évidemment, il est propre à chacun, propre à l'histoire de chacun, au vécu de chacun. Il demande une grande écoute de ses propres besoins, de là où on en est, et beaucoup, je pense aussi, de courage vis-à-vis de l'extérieur. Ceci dit, vis-à-vis de soi-même, c'est plutôt l'inverse. Donc voilà. Mais ça demande d'être dans sa justesse et de s'y tenir, demande, oui, effectivement, un grand courage. Merci beaucoup. Pour continuer sur la justesse, et donc cette écoute de cette réponse intérieure qui va entraîner une action qui en découle, qui sera juste pour soi, il est important de préciser que cette justesse, elle est valable uniquement dans l'instant où elle est posée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas
vocation à être juste tout le temps. La justesse, une action juste pour soi aujourd'hui ne sera pas la même dans une situation quasi identique demain, tout comme elle n'est pas la même d'un individu à une autre, malgré la nature apparente de la situation qui est traversée entre les deux individus. Donc ça, c'est ce qui distingue véritablement la justesse de la justice, puisque la justice, elle est fondée sur des textes, un référentiel qui est, sans être complètement immuable, en tout cas, assez rigide Constant, et constant dans le temps et dans l'espace. Cette justesse, moi j'aime bien utiliser l'analogie de la musique, puisque c'est comme si nous avions notre propre mélodie intérieure, la mélodie qui correspond à notre appel, notre voie de réalisation. Et puis il y a la mélodie de l'autre en face de nous, ou de la situation de laquelle on traverse. Et ça va être à travers la réponse qui est apportée à la situation que l'on traverse, qui serait la mélodie donc de la relation, j'ai envie de dire, à l'autre, eh bien on va donner la note qui sonne juste avec cette mélodie. Et on sait très bien que si la mélodie est jouée sur un fa et que on vient y poser une note qui n'est pas du tout en accord, eh bien bien que sociétalement juste, aux yeux de nos parents juste, aux yeux du monde parfaitement juste, elle ne sera pas juste pour nous. Donc c'est très très important de s'apercevoir que, en définitive, ce qui est peut-être juste pour soi ne l'est pas pour l'autre. Et ça nous amène à la question, en tout cas, à s'interroger, de dire, voilà, est-ce que je prends le courage et la responsabilité de m'écouter, ou est-ce que, au contraire, je vais obéir aux injonctions de ce qui est admis culturellement, admis sociétalement, pour faire plaisir, pour être aimé, pour recevoir une approbation de l'extérieur, une validation de l'extérieur. Donc, répondre avec justesse à une situation, c'est aussi s'exposer du coup au regard et au jugement des autres qui peuvent trouver notre action inconcevable ou en tout cas inappropriée. Il faut se tenir droit, debout, à l'intérieur de soi, dans ses bottes, et je crois que on en revient toujours à cette fameuse phrase qui nous est souvent répétée, que lorsqu'on se dit oui à soi, eh bien, cela entraîne peut-être et très souvent le fait de dire non à l'autre. Donc cette capacité à savoir dire non, lorsqu'on s'est souvent beaucoup oublié et qu'on a dit oui pour toutes les raisons que j'ai évoquées, eh bien c'est le début de la reprise de sa propre faculté à pouvoir traverser les situations avec discernement, avec liberté vis-à-vis de l'extérieur. Voilà pour la justesse. Et puis la justice, donc comme tu le disais, elle est fonction d'une moralité en fait, un code moral qui diffère selon les pays, puisque une action là-bas va être valorisée quand là-bas elle est condamnée. À travers les âges, on a cet exemple en fait très 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 parlant. Lorsqu'on était un samouraï il y a 5000 ans dans l'Empire de Chine, eh bien on était adoubé par les gouvernants de l'époque qui considéraient qu'on était voilà des personnes courageuses au service du maintien en tout cas de l'équilibre dans le pays. Et aujourd'hui, si on se mettait à couper la tête dans la rue avec des sabres, ben on finirait tout droit en prison. Alors je suis pas en train de dire qu'il y a une époque qui est mieux et qu'avant on était des barbares et que maintenant on est au stade le plus évolué de la civilisation, parce que on voit bien qu'il y a tout autant de choses qui prennent la forme de violence dans des expressions qui correspondent davantage à notre situation du XXIe siècle, mais c'est à voir que les choses comme ça évoluent, changent, et donc s'appuyer
sur cette notion de bien ou de mal, et donc qui définit à proprement parler la justice, c'est encore une fois très relatif. Très relatif à l'époque, très relatif aux données géographiques, donc ça appartient à la sphère de l'espace-temps. Alors évidemment, si à un moment donné, pour vous, d'aller mettre une baffe à l'autre, ça vous apparaît juste, peut-être que là, il est à s'interroger intérieurement d'où provient cette réaction qui vous pousse à aller à la violence, et peut-être que avant de réagir comme ça, il est essentiel d'aller en soi désamorcer ce qui vous pousse à en vouloir à l'autre. Tant qu'une action sera faite à partir de cet espace de réactivité, il ne s'agit pas de justesse. La justesse, c'est quelque chose qui est fondé sur le cœur. Lorsque c'est fondé sur le cœur, nous avons pleinement conscience de la responsabilité de nos actes. C'est-à-dire que nous savons que ce que nous allons produire va entraîner un effet, avec lequel nous sommes déjà en accord sur les conséquences. C'est-à-dire que si pour moi c'est juste à un moment donné de quitter une situation, de quitter une personne, je suis OK avec le fait qu'elle puisse ne plus vouloir me reparler, par exemple. C'est-à-dire que je me sens suffisamment libre pour ne plus avoir besoin de recevoir l'approbation, la validation, la reconnaissance ou l'amour de cette personne. Et tant que je n'ai pas fait ce travail, ce retour à moi-même pour écouter à l'intérieur ce qui est juste, eh bien je vais être dans cette réaction qui elle-même entraînera une réaction en chaîne. Donc j'ai envie de dire, l'action de déposer notre note juste dans une situation, elle vient toujours dans un deuxième temps. C'est d'abord revenir à l'intérieur de nous, écouter ce qui sonne, pour pouvoir ensuite y répondre. Il peut être juste des fois de mettre quelqu'un au tribunal, il peut être juste d'attaquer la personne en justice parce que c'est ce que nous ressentons comme étant approprié. Pour autant, est-ce que nous le faisons à partir d'un espace de réaction ou un espace où véritablement on a pris l'entière responsabilité de savoir ce qui nous a amené à vivre cela. J'aime à dire en tout cas que on est 100% responsable à 50%. C'est-à-dire que la situation telle qu'elle est, j'en suis 100% responsable à part égale avec celui ou celle avec qui je la vis. Et c'est uniquement quand on reconnaît cette entière et pleine responsabilité que finalement on peut agir sur la situation. C'est comme si tout à coup je me retrouve malade et que je me dis je suis malade absolument par hasard, ou c'est un concours de circonstances, ou c'est la faute à une industrie, ou à un geste et posture, donc à l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, ou bien à une substance que j'ai ingérée. Comment pourrais-je véritablement guérir si je ne prends pas l'entière responsabilité d'avoir créé la maladie qui est présentement à mon service pour que je puisse identifier toutes les causes qui m'ont mené à vivre cette situation. Oui. Quand tu parles de responsabilité, bien sûr, c'est pas forcément des responsabilités dans les actes qui ont été engagés, mais ça peut venir aussi des pensées, des émotions, de tout ce qui est... Hein, de tout ce qu'on émane. 100% responsable de 50% de la situation, c'est pas forcément en action, menée. Oui. Bien souvent, les personnes ont conscience de leurs actes, ils disent mais moi j'ai pas mérité ça, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, le ciel m'est tombé sur la tête, je
j'ai jamais rien dit, ou rien fait pour mériter ça, ou rien fait pour mériter ça. Mais si tous les matins, lorsque l'on se lève, on se déteste profondément, ou on se sent pas du tout à sa place, ou bien on se désaime, au sens il y a un désamour profond d'une partie de notre corps, et que tout à coup cette partie de notre corps se met à tomber malade, on peut pas s'étonner de recevoir ce qu'on a longtemps semé à l'intérieur de soi. Et c'est là qu'on peut éventuellement parler de justesse dans ce qui se passe. Oui, en tout cas de justice, là pour le coup, mais pas la justice des hommes, pas la justice sur le plan juridique, mais la justice divine, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous sommes créateurs de notre réalité, puisque comme tu le rappelais, nous émettons des pensées, nous émettons aussi des mots et des actions, qui elles-mêmes sont créatrices. Prendre conscience que nous sommes donc créateurs de notre réalité, c'est reconnaître qu'il y a une justice divine, du coup, qui n'a rien d'humain, aux situations que nous vivons. Et elle est pas là pour nous sanctionner, c'est pas le but. Elle est juste là pour nous faire prendre conscience de ce qui ne l'est pas. Puisque bien souvent, les personnes n'ont pas conscience de leur propre schéma. Elles ont grandi en voulant, en ayant le sentiment de ne pas être aimées pour ce qu'elles sont. Et donc elles vont s'adapter comme ça, de manière différente. Certains vont s'adapter à la vie en faisant rire les autres constamment parce qu'ils voient qu'il y a que comme ça qu'ils gagnent de l'attention, de l'amour, de l'intérêt. D'autres vont s'adapter à la vie en résolvant tout un tas de situations et de problèmes pour eux comme pour les autres. Donc voilà, ils vont attirer à eux des situations dans lesquelles en fait ils vont avoir tout un tas de pépins difficiles à résoudre et ils auront plein d'histoires à raconter, ils auront effectivement développé la capacité à résoudre ces situations et puis ils vont être aimés parce que c'est très valorisé, très valorisant. Et ils deviennent indispensables d'une certaine manière. Et ils deviennent manière. Indispensables. L'homme de la situation. Absolument, l'homme de la situation. Bon, il y a les femmes de la situation aussi, il faut pas. Bien sûr. Mais c'est l'homme avec un grand H là dont il s'agit. Et dans ce dont tu parles en parlant de justice, moi ça m'évoque en fait la relation tout simplement de cause à effet ou de cause-conséquence en fait. Oui. C'est précisément avoir conscience que lorsqu'on sème quelque chose, eh bien on récolte précisément ce qu'on a semé à l'intérieur de soi ou à l'extérieur. Et c'est pour ça que une forme à un moment donné de justice est rendue, mais c'est juste, j'ai envie de dire, la réponse à ce que l'on pense, à ce que l'on vibre sur nous-mêmes comme sur le monde qui nous entoure. Dans cette idée de responsabilité, je voudrais exprimer une grande différence qui conduit les personnes à souvent valoriser leurs actions dites bénéfiques, pour eux comme pour le collectif, et à surtout chercher à camoufler, dissimuler, minimiser tout ce qui a été fait en apparence de négatif pour soi comme pour les autres. On est bien d'accord qu'on va pas se vanter de tout ce qui nous est arrivé de négatif, quoique pour certains c'est le cas, mais généralement c'est pas ce qu'on met en avant de soi auprès des autres. Ou tout ce que l'on pense de négatif. Oui, ou tout ce que l'on pense. Souvent est un peu la partie immergée de l'iceberg. Oui, absolument. On a tendance à, compte tenu qu'on n'est pas en capacité d'exprimer notre véritable besoin, notre véritable envie, eh bien on va penser tout le mal du monde sur cette personne ou cette situation. C'est un principe de rééquilibrage, j'ai envie de dire. Puisque comme c'est pas exprimé, comme c'est pas sorti de nous, bien ça reste là, et puis ça rumine, et puis ça prend une ampleur importante dans notre tête, et il finit par se créer une situation désagréable, et dans cette situation, moi j'appelle ça la prophétie autoréalisatrice destructive. Je m'explique, c'est un mot un gros mot, pour dire que la réalité va se passer exactement conformément à ce que nous avions pensé et prévu. Lorsque on se dit oh là là, je vais rater mon train parce que voilà, toujours pareil, la SNCF, c'est le bazar chez eux, et puis voilà, il va y avoir grève encore, etc. Je vais forcément arriver en retard.
il va y avoir une situation qui va me faire rater ce train. Puis en plus, il y a une assurance retard à chaque fois qu'on achète un billet, donc voilà, donc on est convaincu. Voilà, donc je vais y souscrire parce que évidemment, c'est ce qui m'arrive depuis longtemps. Il y a toujours, j'ai toujours des problèmes avec les trains. Eh bien, ça va forcément, cette croyance va forcément se réaliser pour soi. Et alors, comme elle est communément partagée par d'autres voyageurs, d'autres utilisateurs, eh bien, elle va se vérifier. On va toujours vivre ce qui est à l'intérieur de nous, et on va penser que la réalité qu'on vit, ben, elle est commune, elle est partagée par tout le monde, et que c'est ainsi pour tous. Eh bien, donc il est nécessaire de savoir ce que l'on veut voir éclore dans sa vie, en semant à l'intérieur de nous, non pas des croyances limitantes ou désagréables ou inconfortantes, mais plutôt des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Je voulais revenir sur un point où je voulais distinguer la notion de culpabilité et de responsabilité. Ce qui fait qu'on se défausse de nos responsabilités et qu'on les fait reposer à l'extérieur de nous, c'est-à-dire qu'on remet son pouvoir à l'extérieur, à un sachant qui est censé pouvoir nous guider dans la vie, parce que nous avons fait très jeune l'expérience de responsabilité égale culpabilité. C'est dans l'enfance, en fait, c'est lié à notre système éducatif en général, et sans faire trop de généralité, mais la plupart des parents ou l'institution, lorsque une action est commise par un enfant qui est considéré par l'adulte comme étant inapproprié, répréhensible, ou ce qu'on qualifie plus simplement de bêtise, eh bien, l'adulte va se mettre à faire savoir avec une certaine tonalité, si c'est pas des fois le geste qui se joint à la parole, son mécontentement à l'enfant. Et dans ce geste-là, qui est quand même fort énergétiquement, dans ces mots qui sont utilisés, mais à l'enfant, ça lui ferme son cœur à ce moment-là. Et il se replie sur lui-même et il a le sentiment, aux yeux de l'adulte qu'il aime, d'avoir mal fait. Et donc il va rentrer dans un sentiment de culpabilité, puisque tout à coup il a perdu, aux yeux de celui qui représente l'amour pour lui, et il a perdu la relation. La relation s'est coupée à ce moment-là. Donc l'adulte qui va sanctionner confond la justesse et la justice. Puisqu'au lieu de demander à l'enfant de venir à réparer son erreur, il a cassé un verre d'eau qu'il a fait tomber par terre parce qu'il était en train de jouer, de s'exciter, ou je ne sais quoi, plutôt que de l'inviter à balayer le verre pour pouvoir ranger cela et lui montrer comment faire avec une balayette s'il est en âge de la manipuler et une pelle, eh bien non, il va le sanctionner verbalement, lui dire « Ah, tu fais toujours pas attention, et avec toi c'est toujours pareil, et on va être en retard à l'école. » Donc l'enfant, non seulement il se coupe, donc il se sent coupable de la situation, et il rentre pas du tout dans sa responsabilité, parce que l'adulte va lui dire non mais écoute, je vais balayer, laisse, tu vas être en retard, va t'habiller, et puis le verre c'est dangereux, ça coupe, hein, voilà, donc tu n'es pas capable, sors de là, hein, comme on dit. Et puis donc l'enfant ne prend pas du tout conscience, donc n'a pas du tout une action de justesse, donc correctrice du lien de cause à effet dont on a parlé, c'est-à-dire qu'il vient pas fermer la boucle. Et donc quand il est adulte, et qu'il se passe une situation dans laquelle il est impliqué, et que, de nouveau, ça se finit mal, peut-on dire, voilà, ou ça se passe mal, eh bien ce qui remonte, c'est ça, c'est ces moments-là, où enfant, il a été, d'une certaine façon, blasphémé, en tout cas il a été repris par l'adulte assez violemment, assez intensément, ce qu'il a coupé de lui. Donc il a surtout pas envie à ce moment-là de prendre sa responsabilité. Surtout pas, parce que ça fait remonter en lui ce sentiment de culpabilité. C'est ce qui explique qu'on soit si attentif à la justice, hein, puisque la justice nous permet de remettre la responsabilité sur l'extérieur, plutôt que de prendre la responsabilité de réparer. Voilà, et d'être dans sa justesse. Hein.
Donc on le voit, que ce soit dans les médias ou voilà, dans une situation où il faut trouver un responsable, voilà, hein, trouver des responsables, c'est Dès très qu'il y a un très... accident du travail, il vous faut trouver un responsable. Un avion qui se crache, il faut trouver un responsable, alors qu'on, bon, bah voilà, hein, un responsable, à part le pilote qui pilotait, et peut-être des situations, enfin des personnes dans l'avion, c'est, voilà, donc effectivement, ça explique cette notion de remettre, voilà, la responsabilité en dehors de soi, quoi, Oui. et d'aller dans cette justice qu'il faut absolument rendre, finalement. Ouais, rendre et de chercher le coupable pour absolument se soulager de ce sentiment de culpabilité, parce que c'est ça, hein, le moteur qui nous pousse à aller chercher le responsable. On cherche un responsable pour pouvoir décharger notre propre culpabilité, hein. C'est vraiment ça le phénomène qui est à l'œuvre. Et les lois, les textes, tout cela est créé pour permettre cela. Donc, est-ce que je suis en train de vous dire que en réalité, il n'y aurait pas besoin, si tout le monde était dans sa justesse, d'avoir besoin de tout cela? La réponse est oui. Mais que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. On va pas pouvoir passer d'un système où on a où le code civil fait 4,5 kg. T'es bien renseigné. C'est une hypothèse. Ne prenez pas ça pour une info véritable. Ceux qui veulent peser le code civil s'apercevront qu'il s'agit là d'une estimation et non d'une réalité. Oui. Voilà. Parce que finalement, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on en soit arrivé là, dans ce processus, hein, qui fait qu'on est arrivé dans une société où voilà, il y a forcément un responsable en dehors de soi. Est-ce que c'est tout simplement humain et que ça a toujours été comme ça? Puisque le processus pour changer ça, comme tu dis, va prendre du temps, hein. Donc effectivement, on a dû emmagasiner durant des siècles et des siècles, hein, disons des réactions de ce genre. Ce qui nous a amené à vivre ça, c'est la séparation. Donc la séparation, la perte d'êtres que nous aimions. Et ce caractère voilà, très humain, en fait, qui est que nous sommes des êtres de chair. Et lorsque nous perdons un être qui compte pour nous, eh bien, nous voulons, plutôt que de reconnaître qu'il s'agit d'une part de soi aussi qui meurt lorsque l'être part, et donc de revenir par le deuil de cette situation, eh bien nous préférerons en vouloir à la vie, quelque part, nous retirer précipitamment et injustement ce bonheur que nous partagions avec l'autre. Donc voilà ce qui nous conduit toujours comme ça à superposer des textes les uns sur les autres, jusqu'à arriver à ce que aucun de nous, hein, êtres humains qui vivons en tout cas en France, sur le territoire, ne puisse connaître l'ensemble de la totalité des lois qui composent notre code civil. Alors moi, quand tu parles de séparation, ça m'évoque la séparation d'avec nous-mêmes, hein, d'avec la source. Alors, l'illusion de séparation, hein, qui nous fait penser que voilà, nous sommes des êtres complètement séparés les uns des autres, mais aussi des êtres séparés de nous-mêmes. Hein, donc, et il me semble que des siècles et des siècles de déni de soi, hein, de ce qu'on est véritablement, puisque on le sait, hein, l'histoire nous montre que il y a beaucoup de souffrance, il faut souffrir pour vivre, enfin la vie est souffrance, hein. Et donc cette déconnexion d'avec soi-même et d'avec le divin d'une certaine manière, le grand tout, d'avec les autres, hein, qui deviennent nos ennemis plutôt que des parties de nous-mêmes, nous a mené à ça, à ce besoin de reporter la responsabilité, en pensant que l'extérieur donc est séparé de nous, est différent, est un ennemi, ou représente un danger, ou un vivier potentiel de menaces, voilà, dans lesquels on projette cette responsabilité qui finalement on la projette sur nous-mêmes sans le savoir, quoi, d'une certaine manière. C'est le voile et l'illusion de la séparation qui s'est construit à travers les siècles,
qui nous a menés à la situation dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, les temps que nous traversons, en fait, sont révélateurs, parce qu'ils nous montrent ce qu'on appelle l'expansion de l'univers, qui est en accélération, qui conduit à une accélération vibratoire. Ils nous montrent à quel point, en fait, nous sommes responsables de ce que nous émettons. La vibration augmentant, le délai de la réponse avec l'émission qui est faite est plus court. Donc auparavant, où il fallait 40 ans pour observer le résultat de nos pensées, de nos schémas, de nos croyances, etc. Aujourd'hui, il faut que quelques années. Et peut-être qu'après, il faudra que quelques mois. Et donc ça nous commence à nous donner ce délai qui se raccourcit dans la réponse observée, mais beaucoup plus. Alors ce délai de réponse, il baisse parce que effectivement la vibration, quand elle augmente, eh bien fait que c'est plus fort, c'est plus puissant. C'est-à-dire que la pensée de la même pensée d'il y a 10 ans, aujourd'hui en termes d'émission, c'est-à-dire de fréquence vibratoire, elle est beaucoup plus forte. Donc son retour l'est aussi. C'est une chance, si on le vit comme tel, de pouvoir se remettre en question en observant le retour. Il faut bien avoir conscience que l'extérieur n'est que le miroir de ce que nous émanons. Donc il nous est proposé sans cesse de nous rencontrer à travers l'autre. D'apprendre à trouver notre justesse finalement. Et d'apprendre à trouver cette justesse, c'est-à-dire cette danse avec la vie. Par le contact avec l'autre, Voilà. plutôt qu'en rejetant l'autre, ou en rejetant la faute sur l'autre. C'est comme avec des enfants. Deux enfants se chamaillent, ils sont là en train de jouer au camion, et puis il y a la remorque, il y a le tracteur, et ils viennent à se battre parce qu'il y en a un qui veut les deux. Et on va toujours intervenir dans la situation en disant mais qui a commencé ? Qui a commencé ? Et pour désigner donc le coupable. Donc certains vont mettre leur attention dans qui a commencé, d'autres qui a commencé à taper, etc. Mais bref, selon ses propres critères, on va demander qui est à l'origine du conflit, de l'envenimement du conflit. Eh bien c'est pareil pour nous. On peut remonter comme ça. Qui a commencé ? Et là vous revenez dans le temps. En fait, vous vous apercevez que si on revient au commencement du commencement, on revient au début du début. Donc il ne sert à rien d'aller chercher un responsable en fait. Parce que si on revient dans les âges au début du début, on rencontrera le couple de départ. Ça veut dire qui a accouché de toute cette humanité que l'on est aujourd'hui. Donc c'est pas utile et puis ça ne mène à rien. Ce qui est plus élevant et grandissant, bien plus élevant, c'est de savoir qui va arrêter. Qui va cesser de réagir en disant c'est toi qui as commencé. Et cette capacité à arrêter, en fait, le conflit, se trouve dans sa propre justesse, finalement. Oui. Dans ce retour à soi-même. Qui peut conduire à quitter la situation. Si c'est juste de quitter une situation parce qu'elle ne nous convient plus, parce que l'expérience que l'on partage avec l'autre est douloureuse et difficile, peut-être que la vie nous demande juste de sortir de la situation. Parce que la lâcheté, ça peut être tout à fait fuir une situation, comme y rester parce que c'est confortable. Hein ? La lâcheté, c'est pas simplement prendre les jambes à son cou et partir. La lâcheté, c'est aussi rester bien confortablement assis dans son canapé, à nourrir un schéma relationnel délétère et conflictuel avec son partenaire, parce que il y a tout un tas de confort, d'artifices, de conditions qui font que c'est plus facile de rester. Il y a un bénéfice secondaire à rester dans la situation telle qu'elle est plutôt qu'à partir. Donc, ce qui est juste pour un acte de courage, ça sera de partir, et l'autre, un acte de courage et de justesse, ça sera de rester.
Oui, être juste, ça suppose de savoir dire oui, mais aussi de savoir dire non quand c'est nécessaire. Absolument. Alors il s'agit pas de tomber dans le non systématique. C'est pas parce qu'on dit non systématiquement à l'autre qu'on va se dire oui à soi. Parce que ça serait encore une fois retomber dans une vision manichéenne et donc encore une fois dans ce que j'appelle quelque chose de très binaire. Il va de soi que lorsqu'on s'est trop souvent oublié et qu'on s'est trop souvent dit non à soi, dans un principe de rééquilibrage, puisque c'est ce que veut la vie pour nous, la vie et la nature cherche l'équilibre constamment, c'est une loi universelle d'homéostasie, et c'est une recherche voilà d'équilibre permanent. Il va de soi que lorsqu'on s'est trop souvent nié, on va devoir poser un certain nombre de noms à l'autre, parce que on s'est trop souvent posé des noms à nous-mêmes. Mais de là à dire, c'est quand je dis non à l'autre que je me dis oui à moi-même, ce n'est pas une vérité dans l'absolu. Voilà. Et j'ai plutôt envie de dire que lorsque l'on se dit oui à soi, il est fort probable qu'on soit amené à dire non à l'autre. Les femmes, trop souvent diminuées, sous-valorisées, sous-payées, dans nos modèles occidentaux en tout cas, ce que moi j'en observe, eh bien aujourd'hui, le mouvement féministe, qui est un mouvement donc un peu de libération, en tout cas d'émancipation de la femme, n'est pas fait à partir de cet espace de justesse. Il est fait à partir d'un espace de réaction à ce qui a été subi. Et encore une fois, il va entraîner par voie de conséquence un effet boule de neige dans lequel d'autres hommes vont se positionner dans le camp d'en face pour revendiquer eux aussi tous les méfaits qu'ils ont subis par des femmes castratrices, contrôlantes et etc., etc. Donc on n'avance pas en fait. Et qui va arrêter? On en revient à cette fameuse... C'est l'idée du balancier, hein, d'aller d'un extrême à l'autre finalement. Oui. Et compte tenu de notre capacité à être beaucoup plus créateur de notre réalité, eh bien ce balancier augmente. Et c'est ce qui nous fait assister, le spectacle que nous assistons de extrémisation dans tous les domaines de la vie, et le produit de l'augmentation de l'énergie qui est consacrée à s'opposer à quelque chose, conjointement développée par cette augmentation vibratoire, qui est à notre service, puisque elle permet de se rendre compte que nous faisons fausse route, parce que nous ne suivons pas la justesse de notre cœur, mais nous faisons appel à la justice. Et alors, est-ce que toi, tu as une sorte de méthode, je dirais, ou est-ce que tu aurais peut-être des conseils à apporter pour retrouver la justesse de son cœur, en dehors de tout conditionnement, de toute limitation, puisque finalement, c'est ce à quoi on est invité aujourd'hui. Et c'est pas si facile, puisque, comme tu le disais, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être apprécié, dire non c'est difficile, même quand on sent que c'est pas juste pour soi. Donc arriver à revenir à soi, à écouter véritablement ses besoins profonds, son être profond, tout en faisant son chemin dans la société, je dirais, dans le monde actuel, puisque finalement on a cette chance quand même, c'est de vivre dans l'époque actuelle, dans le monde actuel, et que on ne peut pas rejeter ce monde, au contraire, c'est le meilleur des décors qui nous est offert, et que pour évoluer. Voilà, pour évoluer, et qu'on co-créer de toute façon pour notre propre évolution. Absolument. Il y a 3 choses qui me viennent. La première, c'est que lorsqu'on se retrouve comme ça dans une situation qui aurait tendance à nous faire réagir, et donc à nourrir ce fameux balancier, qui nous conduit vers les extrêmes et donc le chaos, eh bien c'est de prendre une grande inspiration. Et de dire avant, de poser une pensée, un acte, un mot sur la situation que je trouve injuste, insupportable, intolérable. Mais est-ce que je peux pas prendre un peu de recul là et respirer. Et très souvent, ça va nous permettre de revenir dans le présent
avec beaucoup plus de justesse. La deuxième chose, c'est de cultiver chaque jour l'amour de soi. Rien d'autre que nous ne peut nous aimer à notre place. Lorsque nous condamnons quelque chose à l'extérieur de nous que nous n'aimons pas, c'est une part de nous, en nous-mêmes, qui est niée, puisque nous sommes tout l'univers, nous portons tout l'univers. Ça a été prouvé scientifiquement, nos cellules disposent de l'intégralité de la mémoire de l'univers. Donc la réalité n'est que le reflet de ce que nous portons. Donc cultiver l'amour de soi, c'est s'autoriser, se permettre à écouter son cœur, plutôt que de passer son temps à désigner ce qui va mal à l'extérieur de soi. Et puis la troisième chose, c'est qu'est-ce que j'ai envie de voir éclore dans ce monde. Il ne s'agit pas de projeter son monde idéal. C'est pas vraiment de ça dont il s'agit. Mais je connais personne, moi, qui me dit tous les matins, je me lève et je veux être malheureux, je veux avoir mal, je veux que la vie soit dure, je veux souffrir. Je veux souffrir, voilà. Tout pas. le monde a envie d'être heureux. Sauf que pour y parvenir, chacun va considérer que c'est telle manière. Donc c'est voir qu'est-ce que j'ai envie véritablement de voir naître en ce monde. Et ça va nécessiter donc de l'incarner. C'est-à-dire, à proprement parler, d'être un exemple. Donc on peut demander, puisque l'univers est à notre service, d'incarner ce que nous avons envie de voir éclore dans le monde. Et de cette façon, eh bien la vie va nous proposer des expériences qui vont nous permettre de croître en conscience vers ce sentiment que nous ne sommes jamais séparés avec l'autre, et que lorsque je communique, lorsque je vibre, lorsque je partage à partir de mon plein, à partir de cet espace du cœur, eh bien, une personne qui en apparence était le sale type, le grincheux du coin, eh bien, lorsque je communique avec lui depuis cet espace en lui s'ouvre aussi, il est touché en lui, et ça lui permet non plus de revêtir le costume du grincheux, du sale type, mais de pouvoir se laisser aller à sa nature véritable, qui est l'amour. Parce que finalement, être dans sa justesse, c'est contagieux d'une certaine manière. C'est une invitation pour les autres aussi à être dans leur justesse. Absolument. Même si au départ, lorsque je pose un acte qui est juste pour moi, ça peut déplaire et déranger l'autre, et en réalité c'est à son service, puisque il va de de l'expérience qui en découle, lui-même à son tour, devoir faire face à ses difficultés, et lui donner l'occasion de grandir à son tour, en devenant plus libre et plus autonome. Lorsqu'on communique à partir de l'espace du cœur, c'est encore une fois la possibilité à l'autre de pouvoir recevoir et émettre à partir de cet espace. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous nous permettons véritablement d'être nous-mêmes, en société, avec les autres, eh bien nous permettons à l'autre aussi d'être lui-même. Et c'est ça, changer le monde. Le monde se change de l'intérieur, depuis l'intérieur. Depuis l'intérieur. Je te remercie Clément pour tous ces éclairages. Nous aurons encore bien d'autres sujets à traiter dans les prochains podcasts. Alors merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci Julie. Au revoir. Au revoir. Ce podcast vous a été présenté par Les Voix de l'Esprit, incarnées par Julie et Clément. Nous sommes très heureux de partager ces émissions avec vous et nous vous remercions infiniment pour votre écoute. Si cela résonne avec votre aspiration à voir notre humanité converger vers un monde plus libre et plus unifié, nous sollicitons votre participation consciente pour permettre le déploiement de cette vibration. Nous nous réjouissons de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode et nous vous souhaitons de joyeux moments.